Donc bonjour Michel Philippot, un grand merci d'avoir accepté de venir à cette audition, donc une audition qui s'inscrit dans la proposition de loi qu'on co-construit avec des associations, l'intersyndicale de l'ONF et des collectifs et différents parlementaires sur une gestion alternative des forêts face à une industrialisation massive des forêts françaises actuellement. Donc là, on fait les auditions par thème. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'aspect territoire et filière. Et pour nous, c'est très intéressant de t'auditionner parce que tu es cofondateur et président de l'association l'ESA. Donc, en fait, je suis salarié. Tu es salarié, ok, de l'association de l'ESA. Donc, association qui agit pour l'éco-construction, la construction en bois, terre, paille. Et tu es notamment l'auteur de cet ouvrage. Donc, B comme BTP, bois, terre, paille. Et de la brochure programmatique. Et de la brochure programmatique qu'on a appelée, que tu as appelée... Changer nos systèmes et matériaux de construction. Voilà. Urgence climatique, parce que l'idée, c'est de faire le lien avec la question du climat. Donc, peut-être que si ça te va, tu peux peut-être, si tu as envie de commencer un peu par les enjeux, toi, que tu vois autour de la filière bois, et puis après, moi, je te poserai des questions et qu'on ait une discussion, voilà, pour... Alors moi, j'avais comme projet, si ça t'allait, c'était de parler un peu du travail, nous, qu'on avait fourni rapidement. Très bien. Et puis après ça, de réagir par rapport à vos propositions. Très bien. Et après, on peut faire des questions dans un troisième temps. Super. Okay. Parfait. Donc pour parler, tu introduis par ces livres, et ce qui est intéressant pour moi, c'était la démarche qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'en gros, on a fait une centaine d'auditions, on a eu plus de 700 contributions et des débats contradictoires. C'est-à-dire que quand on a travaillé sur le changement de nos systèmes à matériaux constructifs, on a travaillé avec des syndicats de maçonnerie, des syndicats charpente, avec des maçons, avec des charpentiers, avec l'amont, c'est-à-dire des agriculteurs, des forestiers, des ouvriers forestiers, des architectes, ça c'est pour l'aval, voilà. Et dans ce cadre-là, on avait rencontré des personnes du RAF, on avait rencontré des gens de Longuemaille, de Carmejeanne, voilà. Donc et puis on avait des architectes bois, on avait, voilà. Donc si tu veux, ça nous a permis déjà dans cette démarche, en tout cas, de confronter des choses. Et moi, ce qui m'a le plus intéressé, et je vais en reparler un tout petit peu après, c'est la question des débats contradictoires. Parce que ça permet d'enrichir le débat, et au lieu, quand on est seul par rapport à une problématique, on peut retrouver une problématique qui va être nuisible à l'autre, et parfois on ne va pas s'attaquer à notre ennemi commun. Voilà. Et alors bon, nous, d'abord, donc nous, c'était effectivement faire un état du bilan carbone dans la construction, qui était de 42% du bilan carbone, selon les chiffres de l'ADEME de 2007. Le ciment, c'était 6,9% du bilan carbone, l'acier 5,4%, et donc l'idée, c'était vraiment d'essayer de trouver des solutions pour diminuer le bilan carbone de la construction. Et dans la brochure programmatique, on essaye de voir comment en 10 ans on peut diminuer de 90 millions de tonnes équivalent carbone et 150 millions d'ici 2050. Quand on sait que aujourd'hui en tonnes équivalent carbone, c'est plus ou moins 450 au niveau de la France, quoi. Donc c'est pas des réductions mineures, énorme, quoi. Oui. Voilà. Et donc ça part de la question du pourquoi la construction, et je vais venir à la question de la filière bois, pourquoi la construction a un bilan carbone si important, c'est à cause de la question, elle est très diversifiée. La première chose, c'est la fabrication des matériaux est cuite. Quand on travaille avec du ciment, si c'est 6,9% du bilan carbone, c'est parce que le ciment il est chauffé à 1800 degrés. Bon, ça c'est une autre histoire, c'était avec du pétrole, aujourd'hui c'est avec des déchets, mais en tout cas on cuit quelque chose pour en faire un produit. C'est la même chose pour le polystyrène, pour plein d'autres matériaux. Quand on travaille avec des matériaux crus, par exemple comme le bois, puisque c'est la question de la filière de la forêt, mais aussi comme la paille, comme la terre, comme d'autres éléments, eh bien on ne cuit pas des matériaux, on les prend. Donc voilà. Après ça, la question de la filière, c'était le déplacement des matériaux à travers le monde. Et là, il y aurait des choses à dire sur le déplacement des matériaux par rapport à la question de la filière bois, parce que la filière bois, c'est une filière déjà qui est installée, mais en tout cas, dans toutes les autres filières du bâtiment, il y a du déplacement de matériaux qui se déplacent à travers toute la planète, et du déplacement de travailleurs. La construction étant une des premières, où il y a du travail détaché, voilà.
Après, il y avait un grand enjeu dans la question de la construction. Et là, il y a un enjeu directement sur la filière bois, c'est qu'il y a des matériaux qui peuvent fixer du carbone durant leur vie. La paille peut en fixer, le bois peut en fixer. Donc, c'est-à-dire le bois, c'est un stock de carbone, et ça veut dire qu'est-ce qu'on en fait en fin de vie. Si on l'installe dans la construction et qu'il est dans une construction de manière noble, je vais dire, il reste un puits de carbone. Et donc on a mis momentanément un puits de carbone dans un bâtiment, et si on replante un arbre au même moment, bien le bilan carbone, je veux dire, il s'améliore puisque on replante, et pendant ce temps-là, on n'a pas détruit un arbre. Si par exemple il est brûlé, s'il est traité en biomasse, s'il est traité autrement, eh bien le bois, il a un bilan carbone qui s'annule. Après, s'il reste dans une forêt et qui meurt de lui-même, eh bien le sol va stocker une partie du bilan carbone de la forêt, et donc c'est pas du tout quelque chose de négatif. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir une analyse du bilan carbone à plein de moments différents, et selon où il va trouver sa situation en fin de vie. Et donc c'est pour ça que il y a des différences au niveau de la question du carbone sur ces choses-là. Enfin, nous aussi, et là c'est la moitié du bilan carbone, c'est surtout la vie d'un bâtiment. La vie d'un bâtiment, s'il est construit de certaines manières ou s'il est construit d'autres manières, eh bien, on va y mettre des climatiseurs ou on va y mettre du chauffage. Je vais prendre deux situations extrêmes parce que c'est des situations choc, mais j'ai l'habitude de prendre ces situations extrêmes. Je prends par exemple une ville au Yémen qui s'appelle Shimbam. Elle a des immeubles en terre qui ont 6, 7, 8 étages. Bon, pour simplement expliquer que il y a des bâtiments en terre comme ça, un peu moins haut, mais dans Lyon, et donc c'est pas une problématique. Mais là, c'est une problématique très spécifique par rapport à la question des températures. Si on a travaillé avec des matériaux comme ceux-là, par exemple dans le Yémen, à l'intérieur de ces maisons aujourd'hui, malgré que les températures depuis des siècles, elles font entre 45 et 50 tous les étés, eh bien on ne dépasse jamais 25 degrés à l'intérieur de ces bâtiments. Quand on a construit en bois, en béton et en verre à Dubaï, dans des villes où on a des climats plus ou moins similaires, eh bien la température extérieure, à cause de l'usage intensif des climatiseurs, a monté de 6 degrés en 30 ans. Donc ça veut dire que dans des situations extrêmes, il y a des solutions dans le bâtiment qui sont des catastrophes climatiques à elles toutes seules. Et je vais prendre des bâtiments en bois isolés en bottes de paille avec des enduits en terre correcteurs thermiques à l'intérieur. On peut les retrouver, il y a une maison qui a été construite à plus de 2000 mètres en Autriche qui n'est pas chauffée. Donc on peut avoir des bâtiments qui sont conçus climatiquement avec des matériaux issus de la nature et des environs, et donc qui appartiennent à l'être humain, ou on peut quasi ne pas chauffer ces bâtiments-là. Et donc, comme la vie d'un bâtiment, c'est 20% du bilan carbone, le chauffage, la climatisation, l'électricité et tout ça, c'est pas du tout quelque chose de faible. Et la dernière chose, c'est qu'en fin de vie, il y a plein de choses dans le bâtiment qui sont incinérées. Donc, de nouveau, on les brûle, quoi. Voilà, comme le polystyrène, comme plein de choses, quoi. Donc ça, donc nous, on s'était intéressé dans ces deux petits livrets à la question écologique. On s'est intéressé à la question culturelle du bâtiment, la désappropriation au niveau culturel. D'abord du métier de maçon, mais on pourrait dire la désappropriation, par exemple, d'une culture de la forêt, quoi. Quand quelqu'un maîtrisait avant une culture de la forêt et savait, le mot gestion, j'aime pas spécialement, mais savait véritablement vivre avec une forêt et la connaître, eh bien, on a désapproprié les gens pour faire du tout quand on coupe tout, il ne faut pas avoir de formation spécifique. Quand on fait coupe rase, quand on fait des choses, quand on utilise du bois pour en faire du prêt-à-poser ou des choses comme ça, bien très vite on a beaucoup moins besoin de formation, mais c'est la même chose dans toute la filière industrielle du bâtiment. Et puis après ça, on s'est tout intéressé à un bilan social pour essayer aussi de voir comment on pouvait créer des emplois. Et notre problématique, elle touche bien au-delà et elle essaye de vraiment donner des solutions au niveau social, culturel, écologique. Là, ici, j'ai axé pas mal sur la question écologique parce que c'est ce qui va me permettre de faire du lien avec la filière bois très rapidement. Et après, nous, on a fait toute une dynamique. En fait, quand on avait auditionné les gens, on a surtout organisé pas mal de débats contradictoires. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que
que je vous propose vraiment d'aller loin dans ce genre de choses. Par exemple, nous, on avait fait des débats avec la CGT Ciment. Par exemple, comment on allait changer les travailleurs du bâtiment. Et pour nous, c'était hyper intéressant de le faire avec des gens qui travaillaient déjà dans le bâtiment. On a fait des débats, par exemple, comment on pouvait se réapproprier des matériaux qui appartiennent à des multinationales. Le bois, aujourd'hui, c'est plus Pinot, Point P, Bolloré à qui ça appartient qu'au bien public, quoi. Et donc, les débats, c'était avec des architectes, des bûcherons, des charpentiers. Nous, dans notre truc, on a fait ça aussi avec des gens qui produisaient du mortier sur site, des gens qui étaient petits producteurs de matériaux, et des gens qui étaient, voilà, et comment on pouvait avoir et dénoncer des ennemis communs, quoi, si on veut, parce qu'à un moment, pour voir un peu qui détruit l'écosystème et comment mettre ensemble des charpentiers, des architectes, des bûcherons, comment on pouvait construire quelque chose ensemble, voilà. Bon, après ça, on a fait pas mal de débats contradictoires sur la question des freins et des normes. Moi, je prends un exemple, ça vaut dans les filières du bâtiment, par exemple. L'ancien DTU Charpente n'acceptait que des normes européennes. On ne pouvait pas aller choisir un bois dans la forêt. Aujourd'hui, quand on a révisé le DTU, on a permis l'utilisation de bois locaux non industrialisés en rétablissant la possibilité de recourir au classement visuel par le charpentier. Et donc ça, c'était une victoire parce que ça permet une réappropriation et donc voir aussi aujourd'hui comment sont faites les normes, parce que quand on a une norme de bois, selon que le bois il est rond et qu'il a été choisi par une commune, ou que le bois il a été découpé, il a été travaillé en flux tendu et qu'il est jeté dans un bac d'arsenic ou un bac de traitement, voilà, on n'a pas du tout la même chose au niveau écologique. Et pourtant parfois les bois peuvent avoir des normes identiques, etc. Et on a des normes bien meilleures, quoi, quand il est travaillé autrement. Et aussi, on a fait dialoguer l'éducation nationale, Greta, l'AFPA et des institutions qui travaillaient à différents moments de la filière, quoi. Et là, moi, je pense que ce qui est fait avec Carmejeanne a des choses extrêmement intéressantes dans la gestion de la forêt. Puis après ça, j'ai lu toutes vos propositions. Et là, à chaque fois, j'ai des réactions donc, par rapport à notre travail qu'on avait fait. Donc, et après ça, je veux bien répondre aux questions si ça te va. Très bien. Voilà. Sachant que je précise juste que les propositions, pour l'instant, que je pense que tu as lues, c'est des axes qu'on a mis en place, qui sont bien sûr à continuer à co-construire. Et d'ailleurs, je retiens l'idée des débats contradictoires parce que je pense que ça va être intéressant aussi dans l'idée de continuer notre co-construction et d'aller plus loin, effectivement. Ouais. Alors vous aviez tout un élément sur la défense de l'écosystème, bon, et je mets 2 points avec aussi une dénonciation des gros projets destructeurs, voilà. Je les mets ensemble, c'est des choses différentes, mais en tout cas je les traitais de manière différente. Donc l'arrêt des coupes rases, l'interdiction des pesticides, des arbres OGM, des poids des engins, des bois morts, des parcelles, etc. Voilà. Moi je pense qu'il faut prendre le problème à la racine. C'est qu'il faut arrêter d'adapter la forêt aux besoins industriels, mais il faut plutôt revaloriser les savoir-faire qui permettent aux artisans de s'adapter à la ressource publique qui est sur place. Donc c'est-à-dire que c'est une inversion de la manière habituellement de faire. Voilà, on voit la forêt comme un gisement et comme une manne, et la forêt elle est beaucoup plus complexe qu'une manne financière, quoi. Je veux dire, elle filtre l'eau, elle stocke du carbone, elle permet des rencontres sociales. Et pour avoir cette vue complexe et pour pouvoir aller vraiment pour une défense de l'écosystème, je pense qu'il faut arrêter de faire de la forêt un refuge de défiscalisation pour les riches. Y a des subventions à la plantation, il y a des coupes rases et des achats d'abatteuses qui sont subventionnés, et en gros il y a très peu de subventions pour la formation des artisans à ce qu'ils ont sous la main, comment on va les former à pouvoir gérer des choses qui sont sous la main, comment on va se rapproprier le local, voilà, d'avoir une réflexion complexe sur ces choses-là. Et il faut faire attention, parce qu'on ne les voit pas tout de suite, ces niches fiscales telles qu'elles sont. Mais voilà, c'est la même chose dans l'agriculture, quoi, hein. Directement, il y a une certaine agriculture qui est subventionnée, ça se voit pas en tant que tel, mais en tout cas, voilà,
Alors, moi je pense que faire aussi une défense des écosystèmes à partir d'une réflexion, moi c'est le biais que je vais apporter, une réflexion par rapport à la question du CO2, ça peut être aussi extrêmement intéressant. Par exemple, les arbres qui ont plus de carbone, c'est des arbres qui sont moyens, qui sont déjà assez âgés. Et c'est ces arbres-là qui sont capables de restituer à leur environnement. Quand un arbre est tout petit, tout jeune, il va pomper énormément dans les premières années de sa vie sur la question de l'environnement. Et il va pomper aussi sur la question du bilan carbone. Et donc une forêt qui est intéressante, c'est pas une forêt qui va vivre 30 ans et qu'on va couper à ras. Et c'est une forêt au contraire diversifiée, une forêt qui va être diversifiée en âge et en diamètre. Donc sortir de la monoculture, c'est un combat par rapport au réchauffement climatique. C'est un combat par rapport à plein de choses différentes, quoi. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on taxe? Qui on met en avant? Et ça, c'est des vraies questions, quoi. Parce que ce qui est, je sais pas si certainement on a dû vous le dire, des petits artisans savent plus travailler des vieux bois, des bois gros, qu'une abatteuse qui va travailler que sur des bois jeunes à la rigueur, quoi. Dans l'âge de la forêt, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, c'est l'âge de la forêt, c'est vraiment ce qu'on a, voilà, l'âge de la forêt, on est sur du temps long, quoi. Et donc, le gros problème de l'abattage, etc., moi, ce que j'avais eu dans mes différentes auditions, c'est que on enlevait tout le rémanent et on enlevait tout le bilan carbone en même temps d'une forêt parce qu'en fait, on ne la permet pas de se régénérer, et autant au niveau de plein de choses, mais entre autres aussi au niveau carbone. Et après ça, il faut... Quand on a travaillé sur les charbonneries au 19e siècle, on a fait aussi la même chose, on rasait tout, quoi. On fait la même chose aujourd'hui, et il faut des années de régénération d'une forêt pour refaire ça. Et c'est vrai que quand on a un mandat à 5 ans, quand on a une planification à 15 ans, on ne voit pas toujours que même des plantations qui sont sur 40-70 ans, et quand on sait que la forêt, on est sur du temps long, quoi, qui peut être des centaines d'années, quoi. Et donc, voilà. Et moi, je pense qu'il permet d'avoir une réflexion sur les écosystèmes, c'est en décloisonnant aussi une réflexion sur la bois, sur la forêt et sur le bâtiment. En gros, quelqu'un de Carmejane me disait, en général, on coupe, et après ça, on ne sait pas à quoi ça sert, et on vend. Et si on inversait la tendance de se dire qu'on voit les projets, les besoins, par exemple par rapport à des chantiers locaux, qui peuvent même être de grosse envergure, ça peut être des bâtiments publics, ça peut être des bâtiments sociaux, ça peut être des choses qui peuvent être gros, et on inverse le système pour utiliser le bois local. C'est-à-dire qu'on part pas on a tout rasé, maintenant on ne sait pas quoi en faire, quoi, voilà. Et on part des besoins au niveau local. Et donc... je ne sais pas ce qu'il faudrait inventer, s'il faudrait taxer l'utilisation du bois qui va lâcher des gaz à effet de serre, mais en tout cas, d'avoir cette réflexion entre la forêt et le bâtiment, ça va, pour moi, permettre de défendre les écosystèmes. C'est comme décloisonner l'agriculture, l'élevage et la forêt. Pour moi, c'est des mêmes choses qui vont permettre d'avoir une réflexion sur les écosystèmes. Vous aviez toute une réflexion sur les gros projets comme la biomasse, etc. Effectivement, je vais aussi aller vraiment dans votre sens. Et sur la question du carbone. Si c'est pour sortir du bois pour le brûler, je vais dire, on va vers... je ne dis pas que... Je ne suis pas pour l'interdiction complète de toute biomasse. Il peut y avoir des biomasses locales qui peuvent être intelligentes. Mais quand on fait ça que pour ça, il faut revisiter la filière en se disant d'abord comment on peut l'utiliser pour qu'il continue à stocker du carbone, comment je peux le faire pour qu'il soit utilisé, tu vois, comment certains déchets, par exemple, peuvent être utilisés parce que c'est des déchets de la forêt, mais tu vois, par exemple, moi je suis pas contre du tout, par exemple, qu'on fasse du pellet, ça peut être des déchets très intéressants de scierie, mais quand on fait des coupes rases, par exemple, on les réhumidifie pour pouvoir les faire, et en fait c'est un bilan carbone hyper catastrophique, que si c'est parce qu'il y a une gestion du bois noble, et puis qu'après ça, il y a eu une réflexion sur les déchets qui ont eu lieu après. Et donc véritablement de voir du bois compostable qui va stocker du CO2 dans le sol en partie, tu vois, c'est pas la même chose de voir après ça que de tout incinérer, de tout brûler pour faire autre chose. Il y a en tout cas des enjeux climatiques aujourd'hui derrière ces choses-là.
Je pense que moi aussi sur la question, on parle de la biomasse, je pense que ça pourrait être aussi intéressant d'avoir une réflexion comment le bois aujourd'hui vendu à flux tendu est une catastrophe économique quand il est géré par Point P, Bolloré, Pinault et tout ça, comment ça peut être une catastrophe écologique. Je prends un exemple, donc le séchage industriel du bois aujourd'hui il est fait à flux tendu, il peut être fait en 3 semaines. Quand des anciens travaillaient avec du bois et qu'ils le mettaient dans une habitation, le bois il stockait tout le carbone, tandis que là on arrive à chauffer tellement du bois pour le sécher hyper rapidement pour qu'il soit une matière consommable extrêmement rapide, qu'il a un bilan carbone qui arrive dans la construction à être neutre. Mais alors on ne parle pas de la même chose. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, dans une FDES sur le bois, c'est quoi son bilan carbone. Parce qu'il peut avoir un bilan carbone vraiment catastrophique parce qu'il est dans des filières industrialisées, et comme il peut avoir une filière extrêmement positive qui va stocker du carbone pendant quelques années, quoi. Si on le chauffe parce qu'il doit être à flux tendu, parce qu'il vit des déplacements sur toute la planète, etc., on n'est pas sur les mêmes choses. Et donc, la relocalisation communale du bois, la relocalisation, avoir une réflexion planifiée au niveau étatique et une relocalisation, moi c'est un peu des positionnements, je veux dire, moi je suis pas pour une gestion hyper étatique à la soviétique, quoi, tu vois, parce qu'au contraire je pense qu'il faut des impulsions locales, il faut mettre des acteurs et former des gens comme des bûcherons, comme des, voilà, moi, j'adore un peu ce qui se fait à Longomaille parce qu'ils mélangent des bûcherons et des charpentiers, quoi. Et donc ils travaillent en mixité avec ces choses-là, et ça permet d'avoir des gestions locales des forêts durables, parce qu'on sait où on va, parce que les gens ont des connaissances, quoi. Et puis derrière tout ça, c'est aussi, nous ce qui nous intéresse, c'est d'avoir aussi une réflexion sur le protectionnisme solidaire, sur le transport du bois pour aller l'exporter et le réimporter, comme il y avait dans le livret forêt avec des prix, et puis voilà. Donc voilà, le décloisonnement de la forêt et du bâtiment, c'est un peu pour moi, c'est aussi une défense des écosystèmes et avoir une réflexion sur ces grands projets-là. Après, vous aviez pas mal de choses sur tout ce qui était le service public forestier, la gestion du bien commun, les enjeux de la gouvernance, la propriété citoyenne, etc. Donc effectivement, au plus on relocalise, au plus on va créer de l'emploi, au plus c'est par les petits projets qu'on va créer de l'emploi. Le travail avec l'ONF. Donc la forêt est vue comme un bien commun. Pourquoi ? Parce qu'elle a un effet sur l'eau, elle a un effet sur plein de choses, quoi. Déprivatiser la forêt, c'est extrêmement intéressant parce qu'elle n'a pas qu'un effet de rentabilité, comme on l'a dit au tout départ, quoi, hein. Et donc travailler à des fonds de dotation, en tout cas je sais que le RAF travaille sur des choses comme ça pour réacquérir des forêts privées pour les collectivités, relocaliser peut recréer des dizaines de milliers d'emplois locaux. Après, il faut aussi se méfier d'une gestion de l'ONF parce que ça dépend qui maîtrise l'État, quoi. Si c'est pour après ça le refourguer à des grosses multinationales, on arrive... Alors moi, j'en fais pas du tout une idéologie, hein, parce qu'on pourrait croire ici avec qui je parle, ça n'a aucun rapport avec ça, c'est simplement, on regarde une certaine gestion avec une autre gestion, on a des catastrophes climatiques derrière, où on a une gestion du CO2 qui n'est pas la même, mais c'est pas par idéologie, je dis pas que, c'est pas parce que c'est une multinationale, c'est parce que la manière dont on gère ça, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Oui, comme je disais, le bois actuellement est aux mains des gros, et comment se le réapproprier ? Et quelque part, il faudrait pouvoir taxer la destruction du bien commun, taxer tout ce qui est les catastrophes que j'ai parlé sur le séchage du bois, sur la question du CO2, et aider à trouver des outils, et ça dans B comme BTP vous en avez plusieurs, des outils où comment on remet en relation la forêt, le charpentier par des diagnostics dans le territoire. Par exemple dans notre petit livret on explique une commune dans le 44 qui a fait un appel d'offres en utilisant sa boisée de chêne, qui a utilisé du bois local pour un projet public, comment on sépare la fourniture et les matériaux du reste du marché, comment
donc il y a la loi sur la maîtrise d'ouvrage public qui permet de faire ça, quoi, puisque voilà, il y a d'abord des cas différents selon que si la collectivité est propriétaire de forêt, il faut une mise à disposition du bois de sa forêt. La collectivité passe par une procédure de délivrance, mise à disposition des bois pour son propre compte prévue par le code forestier du bois. Les bois disponibles dans les forêts de la commune devront correspondre aux qualités requises pour les projets de construction, être exploitables à des coûts raisonnables. Et quand une collectivité n'a pas de forêt, quand elle n'est pas propriétaire, voilà, il y a plein de codes des marchés qui permettent d'acquérir, de parler sur la question des matériaux, mais comment on peut amplifier cette dynamique pour privilégier une recherche locale, régionale, je veux dire, avec les différents échelons, pour favoriser la ressource locale. Alors moi, une de mes grandes craintes, c'est de faire, parce que quand j'entends des gens du RAF, moi j'ai des auditions passionnantes et j'aurais bien aimé parler avec la dame du RAF. Parfois, à un moment, ils n'ont pas toujours une réflexion sur l'aval, sur ce qui se passe dans la construction après. Et moi, ce que j'ai toujours peur, c'est qu'à un moment, ils disent oui, mais moi, je vois le petit forestier qui travaille chez moi, et donc je vais faire juste le lien avec la condition sociale des ouvriers forestiers. C'est qu'ils galèrent pour faire une bonne gestion de la forêt, ils vivent difficilement, et donc leur solution, c'est à un moment d'augmenter le prix du bois. Et donc moi, ma crainte, elle est, si on ne discute pas de solutions communes ensemble, et si on ne va pas sur une attaque des gros, c'est d'avoir une filière chère, et une filière peu chère, comme on fait dans le bio pour les bobos, et puis les gens dans les cités, ils bouffent la merde, et c'est la même chose, les gens dans... Moi, j'ai pas envie que demain, les enfants de Grigny, pour le dire en rigolant, mais je veux dire que il y a des gens qui vivent dans du béton, pendant que d'autres ont un beau bois de forêt, géré éthiquement, etc. Et ça, pour moi, ça serait... Et les autres vont chercher du bois abricot-pipeau quand ils en ont besoin, ou ils vont... et donc... c'est hyper important, et c'est pour ça que je pense que des auditions contradictoires sont hyper intéressantes, parce qu'elles vont permettre de voir la problématique qu'on rencontre dans la profession, la problématique qu'on rencontre dans une autre profession, et comment on va chercher un ennemi commun, comment on va se construire une discussion qui ne va pas aller marcher sur l'autre, quoi. Parce que c'est des gens d'une hyper générosité, et, je veux dire, c'est des gens indépendants qui vivent parfois pas avec un SMIC. Et donc, moi, je comprends leur réaction de se dire, moi, j'avais un peu la même réaction par rapport à la construction, quand Gabriel il me disait, oui, mais est-ce que bois terre paille, ça sera 10 fois moins cher, quoi. Aujourd'hui, on a un marché, aujourd'hui, on a un marché qui travaille avec des travailleurs détachés en face, qui travaille avec, nous, le truc, on l'a gratuit, mais on a envie que les gens du bâtiment puissent être payés à une juste valeur. Et donc, comme on veut travailler éthiquement, etc., comment on fait quand on n'a pas le pouvoir au niveau étatique et qu'on l'a qu'au niveau communal, comment on fait pour ne pas opposer les gens et faire des filières plus courtes. Moi, par exemple, nous, ce qu'on a essayé de développer dans le bâtiment, c'est des formations sur chantier qui nous permettent de diminuer des coûts, mais bon, c'est des pas de côté momentanés, quoi. Mais parce qu'on sait très bien parce qu'en gros, il nous manque de formation. Mais comment véritablement on ne crée pas une nouvelle filière bio, quoi. Voilà, ouais, bois, quoi. Ça, moi, c'est vraiment ma crainte. Voilà. Et puis, donc, j'arrive sur la condition sociale des ouvriers forestiers, des bûcherons et des artisans. Donc, comme je disais, qui n'est pas comme seul pouvoir d'augmenter leur prix, et comment on va essayer de réfléchir pour pouvoir unir et s'attaquer à des causes communes. Et donc pour moi, effectivement, il faut arrêter des subventions uniquement toujours pour les plus gros, parce qu'aujourd'hui, il y a des subventions qui existent dans la forêt, mais ils vont toujours eux-mêmes. Et c'est des niches fiscales, la plantation de bois, toutes ces choses-là, etc. Donc comment on peut subventionner des petites structures communales et des petites structures, voilà. Après, avoir une réflexion sur la question écologique. Parce que ce qui est marrant, c'est que pour moi, quand on met la question écologique jusqu'au fond, en fait, on arrive à faire une écologie populaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le litre de gasoil des grosses machines, des gros outils forestiers est défiscalisé. La main-d'œuvre d'un petit artisan, il n'est pas du tout défiscalisé, quoi. Donc, je veux dire, eux, ils peuvent travailler à 80 centimes le litre de gasoil. Quand ils doivent faire un travail sur le vieux bois, où ils ont moins de machines, etc., où ils sont avec du travail plus manuel, eux, ils sont à 30 € de l'heure, parce qu'il y a une taxation, je veux dire, derrière ces choses-là, quoi. Donc, je veux dire, pour un SMIC, quoi,
pour se décaler un SMIC. Et aussi la question du rendement du produit. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui travaille avec une abatteuse, comme il a une standardisation de la commande, eh bien, il va faire du déchet de partout. Par contre, un petit artisan, ben, il va valoriser tous les éléments, quoi. C'est la même chose entre un petit maraîcher bio et une serre automatisée. Au total, il y a 70% des tomates qu'on peut jeter et de l'autre côté, presque toutes les tomates sont sauvegardées. Moi, j'exagère un peu, mais c'est pour voir un peu la manière dont on fait et comment, en fait, on a une position plus écologique, soit sur la question de l'intensité sociale, soit sur la question des rendements. Et donc, travailler à une conscientisation de ça et comment autant, effectivement... pourquoi défiscaliser le diesel dans des situations de gros abattages. Le diesel, c'est réchauffement climatique. Enfin, je veux dire, voilà tout ce qui va avec. Je pense qu'en même temps, si on veut travailler sur la condition sociale des ouvriers forestiers, il faut travailler sur une révolution culturelle. Comme j'ai parlé entre le dialogue forêt et charpentier, tout le monde a y gagné en réappropriation de savoir. Il n'y a personne qui est intéressé dans le bâtiment à être simplement des métiers de prêt à poser, quoi. Ils sont prêts à poser du placo, ils sont prêts à poser des bois hyper normés, etc. Il y a un savoir-faire qui est effectivement beaucoup plus intéressant pour un charpentier d'apprendre des choses à partir d'une forêt qu'il peut aller regarder. Et il y a un savoir-faire beaucoup plus complexe aussi dans une gestion complexe d'une forêt. Et donc là, c'était aussi avec les gens de Carmejeanne où on discutait sur comment on peut améliorer les compétences des agents forestiers, des charpentiers. Et donc, il y a un travail de formation qui n'est pas une formation de préapposé, mais une formation, je veux dire, ambitieuse de réflexion, où c'est un chantier complexe, de travailler avec des agents de gestion de la forêt, comment des gens peuvent être formés à des choses complexes, et là, il y a un travail de formation à faire complexe. Et puis, pour moi, un des premiers leviers, c'est faire les Robins, c'est comment encore, c'est pas Robins, c'est Robin des Bois, voilà, c'est prendre de l'argent aux destructeurs du bien commun et la remettre dans les gens qui veulent créer, qui veulent préserver ce bien commun, et comment on les forme pour pouvoir, non pas comme je disais au début, adapter la forêt à la gestion industrielle, quoi, tu vois, mais ceux qui vont être à l'écoute de la forêt pour les former à avoir des savoir-faire pour pouvoir l'entretenir. Donc, en conclusion un peu de mon apport, ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, nous, les débats contradictoires ont permis d'avoir des réflexions pour essayer de sortir de la question de créer une filière de bois public plus chère. Et donc, le fait de dialoguer entre syndicats, des choses, etc., à un moment, on se rend compte que... Voilà, vraiment, moi, un des trucs, c'est pas que si jamais on doit changer le système de matériaux, c'est pas que demain, des gens dans les quartiers nord de Marseille vivent dans des cités en béton, ou des gens plus pauvres achètent du bois chez Brico, voilà, achètent du bois en flux tendu. Effectivement, c'est normal quand on réfléchit qu'ils soient plus chers parce qu'ils font du flux tendu, ils sont, je veux dire, voilà, on travaille dans le bâtiment avec des travailleurs détachés, on travaille avec des frais sur la planète, tout ça qui ont un coût. Et puis nous, quand on doit faire du local, si on demande aux gens de faire quelque chose d'écologique, de local, et les gens, en général, à un moment, ils savent plus se payer, quoi. Mais parce que tout l'argent, elle a été ailleurs, quoi. Elle a été pompée par les gens d'ailleurs. Et donc, vraiment mettre des gens ensemble, ça permet de avoir un combat complexe comme vous savez assez souvent, quoi, voilà, sur la forêt. Bon, déjà un énorme merci parce que franchement ça fait un super boulot et moi je suis toujours impressionnée. Je raconte à tout le monde que tu as fait 1500 auditions tellement ça m'impressionne. Non, en tout cas merci parce que pour les points très précis et en plus avec des jolies expressions. J'ai bien aimé quand tu as dit il faut déprivatiser la forêt, et puis la question de la réappropriation d'une culture de la forêt, je pense que c'est très important. Et du coup, je voulais pousser un petit peu sur ce point-là. Tu as fini donc sur les travailleurs de la forêt. Tout à l'heure, on voyait des maires qui justement nous racontaient, eux, comment il y avait une valorisation de tout, comment il y avait un écosystème entier autour des forêts communales qu'ils avaient, d'un besoin de l'État aussi, et ça, on va revenir dessus, mais où disaient, nous, le fait qu'ils sont en train de démanteler l'ONF, ça veut dire qu'on n'a plus d'expertise publique derrière et que ça leur pose des énormes soucis pour la suite. Si je continue un peu autour
de la construction en bois. Tu as parlé donc, du fait des matériaux qui étaient envoyés partout. Bon, sur le bois, c'est vraiment catastrophique quand on regarde ça. Donc, on coupe le bois en France. Il est racheté, puis envoyé généralement. L'exemple qu'on prend souvent, c'est la Chine. Oui, tout à fait. Puis ensuite, on rachète à 3 à 4 fois le prix de meubles qui sont faits avec du bois français. Enfin, c'est une aberration complète. Et ce que je rappelais dans l'autre audition, c'est qu'on a un tissu industriel et de petits artisans qui s'est complètement défait. Je disais en 1960, il y avait 15 000 scieries à peu près. En 1980, 5 000. Et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 1500 scieries qui sont en plus souvent des grosses scieries qui ont tué toutes les petites. Et ce que nous disaient les maires avant de manière très forte, les maires forestiers, c'est de dire nous on a besoin de garder de l'emploi local parce que c'est ça qui nous permet aussi de faire continuer à vivre nos petites communes. Et du coup je voulais avoir un peu, donc toi tu as parlé du protectionnisme solidaire sur lequel on se retrouve, du rôle de l'État, mais si on commence par les points sur... Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux, par exemple, de la construction du bois et de la formation, surtout sur ces questions-là? Est-ce que là, il y a des choses législatives à faire dessus ou pas? Je sais que toi, tu es beaucoup actif sur des questions de formation. Quand on parle des savoir-faire qui se sont perdus, comment on fait pour se réapproprier ces savoir-faire, en fait? Qui est une des questions que je me pose, parce que, étant donné qu'on a quand même tout fait pour tuer ce savoir-faire-là, comment on fait pour se le réapproprier et faire en sorte qu'on... Parce que si vraiment on veut aller vers ça à un moment, qui est... Enfin, tout le monde nous dit que c'est un des avenirs d'une filière bois qui est responsable, durable. Comment on se réapproprie ce savoir-faire-là? Moi, en fait, je suis un peu, pour tout dire, je suis un peu moins spécialisé dans les micro-filières bois, parce que j'aime pas parler de filières, parce que je veux dire, c'est comme si on mettait tout le monde dans le même sac. T'as raison. Mais que dans la question maçonnerie, voilà. Donc, déjà, quand je dis ça, c'est tout de suite pour mettre des bémols. Moi, j'ai l'impression qu'une formation de charpentier est quand même beaucoup plus, tu vois, large et beaucoup plus complexe que des formations... qui ont été développées au fur et à mesure, montage ossature bois, et puis au fur et à mesure, après ça, d'autres formations qui pourraient être de plus en plus courtes, où on apprend qu'à poser des choses. Mais après, moi, j'avais écouté le directeur de Carmejeanne. Je ne sais pas si tu connais un peu Carmejeanne. J'ai noté pour en parler à la dame là, Pascal Dossel, elle connaît. Voilà, parce qu'en fait, en gros, au niveau de la filière, ils ont mis une formation qui est issue du RAF, en fait, qui est issue de leur réflexion, pour le travail ou en tout cas là c'est plutôt sur la forêt, quoi. Moi je pense que les formations classiques de charpentier initial, je pense qu'elles sont plus intéressantes, mais il faudrait vraiment que je connais pas assez. J'ai des gens à qui je pourrais poser ta question, qui pourraient me répondre. Parce que j'ai des gens qui travaillent à la fois dans le réseau Éco-Bâtir, dans cette réflexion-là, et dans la filière forêt. Et ça, c'est par exemple des ressources très intéressantes pour moi. Voilà, j'ai quelqu'un, je peux te donner un contact, et si j'ai une question précise, voilà, Et du coup, sur quel bois on utilise en construction? Est-ce que c'est justement dans l'idée que tu vois, on valorise tout? Est-ce que toi, tu connais un peu dessus ou... Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'en construction, d'abord, il y a plusieurs types de bois. Il y a des bois qui vont peut-être, ça dépend dans quel domaine de la construction, qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais il y a des valorisations qui peuvent être faites. Par exemple, si tu travailles avec un bois qui peut être rond à certains moments, il y a un bois qui n'aurait pas les résistances suffisantes, par exemple, quand il est traité, quand il est découpé dans les petits rectangles, etc., dans les baguettes qu'on vend, parfois il peut avoir plus de résistance. Donc si tu vas choisir un bois en forêt, que tu formes les gens localement, tu vas pouvoir avoir une panelle beaucoup plus large que sur une panelle industrielle, quoi. Mais par contre, quel bois dans le détail, je suis pas spécialiste là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille avec pas mal de résineux, mais je pense que le feuillet est très intéressant, quoi. Et puis aujourd'hui on travaille plus. Moi je pense que ça, ce
que développer les bois de feuillus, ça peut être hyper intéressant, quoi, tu vois. Mais ça, c'est aussi une piste que je ressens, mais qu'il faut continuer à discuter. Voilà. Et du coup, pour continuer un peu la question autour de ça, je pose une question un peu provocante à dessein. Je pense que tu as déjà donné des éléments, mais je veux être sûr qu'on soit d'accord sur ce point-là. Quand tu dis aujourd'hui la forêt, elle est quand même appropriée par des gros, à qui il faut reprendre à la fois l'argent et le pouvoir aussi. Oui, tout à fait. Si on veut pas que, par exemple, bon, on est pour le développement de l'éco-construction, pour toutes les raisons qu'elles soient sociales, environnementales, climatiques, enfin bon, pour toutes les raisons que tu as données et qui étaient très claires. Mais par exemple, il faudrait pas, tu vois, par exemple, typiquement dans les énergies renouvelables, c'est ça. Si tu laisses les grandes entreprises privées seulement faire ça, alors on va se retrouver de nouveau dans un modèle industriel. C'est ce qu'on retrouve avec la biomasse d'ailleurs. Se retrouver dans un modèle industriel de la forêt où de nouveau on va faire que on ait des monocultures avec des arbres qu'on rase au bout de 30 ans, donc on n'a même pas l'espérance de vie d'un être humain. Et qu'on fait. Mais ça, j'ai l'impression d'avoir été dans tout l'inverse que ça depuis le départ de mon exposé. Exactement. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je disais, en fait. Oui. Ah non, toi t'as dit tout l'inverse. C'est pour ça que ce que je voulais dire, c'est que la construction en bois, elle doit s'entendre avec une reprise de pouvoir, une réappropriation du savoir et la relocalisation, parce que sinon on retourne vers un désastre industriel en fait. Et puis alors aussi, il faut aller vers une taxation. Il faut identifier qui on peut taxer et qu'est-ce qu'on veut pas. On peut pas avoir deux filières les mêmes, quoi, qui existent côte à côte avec. C'est ce que j'ai expliqué à la fin en disant une filière pour Bobo et une filière et puis après ça le reste. Parce que c'est faux de dire que c'est moins cher. Ça arrivait à être moins cher parce qu'on leur a ouvert toutes les portes, quoi. Parce que tout de partout. C'est ça. Parce qu'ils gèrent plus un bien commun, quoi. Et dans la même idée que nous, on essaye de montrer que ce qui se passe sur les forêts et ce qui s'est passé sur l'agriculture, en fait, il y a exactement la même chose. Donc des produits de moins en moins nutritifs qui empoisonnent les gens et les agriculteurs en premier lieu et qui en plus font des concurrents sur les prix qui sont... Moi, demain, c'est pas développer la filière bois, parce que je prends exprès à ce moment-là le mot filière, pour qu'on fasse de l'éco-construction en bois, sinon on va être sur les mêmes catastrophes, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas une réflexion au-delà de la question du matériau, d'abord quand on dit changer nos systèmes et matériaux de construction, c'est-à-dire que c'est pas... Et c'est la même chose, nous, sur la question, c'est pas le débat, mais nous, c'est la même chose, la terre crue. Demain, tous les Bouygues, Michelin, Total peuvent se réapproprier les terres. Nous, ce qu'on essaye de faire, et là aussi, par exemple, nous, on a eu un blocage, on voulait avoir 2 millions d'euros pour que des associations... Parce que nous, ce qu'on veut vraiment créer, par exemple, dans le métier de maçon, c'est que les gens soient producteurs de mortier. Et donc, on veut que les gens soient producteurs de mortier. Alors, on a fait toute la France, elle est étiquetée, on sait exactement quel type d'argile il y a sur chaque sol, parce que tout ça a été fait pour les glissements de terrain, etc. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est donner le pouvoir complet aux maçons. Et ça, dans une formation de maçon, ça n'existe pas. On les aide pas à créer le matériau. Ça n'appartient qu'aux grands groupes, qu'aux ingénieurs, qu'aux sachants, etc. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est donner le pouvoir pour qu'ils puissent l'utiliser. Et donc nous, il nous fallait, parce qu'il y a des recettes qui existent dans le monde pour faire des choses en extérieur, des toitures terrasses, des choses qui ont des résistances mécaniques qui durent depuis des millénaires, à part qu'elles sont variantes selon les types d'argile. Donc nous, on voulait faire une énorme méthodologie générale pour avoir des outils de réappropriation pour les artisans. Ça nous a été refusé. On a dit, vous n'êtes pas une multinationale, vous ne pouvez pas l'avoir, ce genre de subvention. Donc nous, on avait demandé dans les projets ADEME, dans les derniers projets ADEME qui sont... On avait demandé ça avec plein d'institutions pour avoir cet outil de réappropriation, et ça, c'est refusé. Et par contre, on lutte aujourd'hui parce qu'il y a des brevets des recettes mondiales qui existent sur nos matériaux et que veulent reprendre les gros groupes, pour interdire simplement que les petits puissent les utiliser, quoi. Les petits, je déteste le mot petit, mais c'est les gens qui nous ont pris le pouvoir, quoi, qui nous ont dépossédés. Et je pense que sur la question du bois, c'est la même chose, quoi. Si c'est pas pour se réapproprier les forêts, de toute façon, c'est pas du tout. Le problème, c'est que nous, le bois, il a déjà été pas mal été dans ce sens-là, et on voit ce que ça peut donner, un changement de matériaux qui n'est pas réapproprié et qui n'est pas géré de manière globale, quoi, et de manière intelligente, quoi. Ah ouais, et puis ça, c'est assez... Et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure sur
l'abrutissement et le non-sens qu'on donne aux métiers qui font ça. Quand tu dis on demande à des mecs de poser des kits, ça n'a rien à voir avec le sens d'un métier. Avec le sens d'un artisan et la réflexion globale de ce qu'ils ont, quoi. De pourquoi ils font ça, la question du sens, quoi. Une formation de philosophe au départ qui revient, quoi. C'est très bien. C'est très bien, très bien. Là, il y a plein de propositions qu'on va prendre. Donc, on va regarder effectivement sur les taxations, sur les débats contradictoires. Donc, là, Pascal Lossal, elle pouvait pas venir. Donc, au départ, elle devait, non, mais c'est pas du tout un reproche quand je dis ça. Non, mais je pense que, en fait, là, on est dans un moment où on a encore une journée d'audition sur bien commun et justement le service public et les travailleurs de la forêt. On a les assises de la forêt la semaine prochaine. Qui vont un peu où il y a 120 professionnels qui vont travailler sur la proposition de loi, et du coup on va commencer à rédiger des choses après, et je pense qu'à partir de là, ce qui serait bien, c'est de faire une nouvelle vague, plus on a des sorties terrain, et ça serait bien de faire une nouvelle vague de débats contradictoires qu'on pourrait d'ailleurs construire à plusieurs, pour justement avancer sur des sujets et puis trancher des choses, et pas se tromper de diviser des gens entre eux, et puis je note bien la partie sociale que tu disais sur le fait de ne pas recréer quelque chose qui fait que les plus riches, eux, ils peuvent avoir des choses de qualité et être bien, et que les autres derrière... Eux, ils ont du bon bois français local. Voilà, et qu'il faut s'en sortir. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions, vous? Oui, vas-y. On a parlé de protectionnisme par rapport à la filière bois en France, mais est-ce que vous avez une réflexion un peu sur les taxations de bois? Parce qu'en fait, c'est un vrai problème aussi dans plein de pays, comme le teck ou d'autres bois qui sont... géré de manière catastrophique, qu'on coupe pour du coup l'importer en France, inversement. Et est-ce que vous avez entamé une réflexion aussi sur pour qu'au final il n'y ait pas de contournement si par exemple on arrive à développer une filière bois qui respecte les normes, qui soit locales, mais que en parallèle en fait, les plus aisés se débrouillent pour importer du bois noble dans notre pays et contourne un peu les... Mais là, ils payeraient, puisqu'il y aurait une taxation carbone au niveau des frais de déplacement. D'accord, donc du coup c'est compris. Ça va dans... Oui, tout à fait. Et l'autre question, c'était sur la formation, et notamment en maçonnerie. Est-ce que l'un des enjeux, est-ce que ce serait pas de ce que j'ai compris et vu, il y a très peu de CAP en fait qui offrent des formations en maçonnerie, on va dire avec terre paille et avec une construction classique et sans ciment. Est-ce que du coup il n'y aurait pas une réflexion à avoir à la fois en termes de développement, si on veut que cette filière existe, il y a des gens à former et qu'il y ait une collaboration entre l'éducation nationale et tout ce truc. Ouais, ça c'est tout mon enjeu, ça c'est mon combat au quotidien. En gros, nous on a une explosion de la demande. Là on n'est plus sur la filière bois, donc, puisque tu me parles de maçonnerie, on a une explosion de la demande de construction en terre crue. Depuis d'abord un positionnement d'un candidat à la présidentielle sur ce sujet qui a fait énormément. Et en même temps le travail sur les bouts du Grand Paris qui ont fait naître des projets, puisque en fait ça leur coûtait plus de déplacer des matériaux que d'en produire sur place, donc de dépasser de la terre. Et de là, il y a des projets de construction avec plus de 500 logements à Paris, puis à Toulouse a suivi avec plus de 100, près de Lyon, et donc ça c'est né de partout. Et inversement, en face, on a plein de gens qui veulent faire ce genre de formation. Donc on a de la demande au niveau des chantiers, on a de la demande au niveau des formés. Et moi, ça faisait 5 ans que je me battais pour faire une formation longue sur la construction en terre crue. Enfin, peut-être ça se débloque en région PACA, mais c'est des batailles parce que les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit, ou je ne sais pas s'il y a des blocages de lobby derrière, j'en sais rien, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui se fait, mais on a de la demande, on a un enjeu écologique, on a tout, et ça ne bouge pas, quoi. Et donc, moi je suis même à un point aujourd'hui où j'ai réuni pas mal de maçons en région PACA,
qui veulent changer leur manière de faire, quoi. Et donc qui veulent travailler dans l'éducation nationale avec ce genre de choses. En général, là il y a des choses où on veut travailler de manière ouverte, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est la même technique, hein. En fait, il n'y a rien qui change dans la formation. On apprend à monter des murs, on apprend à travailler avec une règle, un niveau. La seule chose qui change, c'est le type de matériaux, et puis la seule chose qui change, c'est la volonté de réapproprier les personnes sur un matériau qu'on peut prélever in situ, ou qu'on peut prélever parce qu'il a été pris en carrière, et de pouvoir l'analyser. Donc en fait, c'est une volonté de donner du pouvoir aux gens. Et ça, c'est un élément supplémentaire dans la formation. Moi, par exemple, c'est ça que j'ai un problème, c'est que ma formation elle est basée sur un type d'heure, et quand tu dois les former pour cette réappropriation, qui n'est pas si compliqué que ça, hein, parce que c'est des tests de terrain, c'est des choses, il faut un peu plus de temps, quoi. Voilà, mais il y a un intérêt, hein. Moi je vois le milieu du maçon est intéressé par ce genre de faire. C'est des aventures qui les passionnent, hein. Ils sont pas du tout fermés, quoi. Une fois que tu n'arrives pas avec des trucs de rigolo, que tu montres que tu as de la résistance mécanique, que tu as des résistances, que tu as un savoir-faire, que les gens sont intéressés par tout ça. Moi je suis étonné d'avoir les élèves de maçonnerie, ils ouvrent des yeux grands comme ça, quoi. Ils sont contents, quoi. Mais là je change de sujet. Non, mais c'est un enjeu. Ça peut être extrapolé à toutes les formations, enfin CAP, même professionnelles. Ah oui, tout à fait. De la réappropriation, on peut toujours passer un CAP maçon avec simplement, ça a été abandonné depuis la Première Guerre mondiale, hein, la réappropriation des matériaux par les artisans eux-mêmes. Bon, les anciens travaillaient, hein, ils fabriquaient du plâtre, il y avait un vieux savoir qui était comme ça. Aujourd'hui, quand on passe sur un matériau cru, tu es obligé de... Moi, je suis pas pour un développement de la terre en sac qui fait le voyage autour de la Terre. Tant qu'elle est prise par des gentils petits comme nous on a dans nos réseaux, c'est très très bien. Une fois qu'elle sera prise par... Moi, c'est très bien, voilà. Moi, j'ai fait des débats entre des gens qui étaient petits producteurs de matériaux terre et des gens qui voulaient faire la terre in situ, parce que je trouvais que le débat était intéressant. Et puis, en fait, à un moment, on s'est rendu compte que dans le débat, on ciblait la même personne de ce qu'on voulait pas comme société, quoi. Et on était tous vers le même, parce que c'est pour avoir de la terre qui vient de Turquie ou de la terre, qui... Oui, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens, ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, mais qui du coup peut se poser pour des charpentiers. Oui, mais ça va être exactement la même chose. Parce qu'effectivement, travailler au départ avec des bois un peu plus tordus, il y a des charpentiers qui savent travailler du bois tordu. Les anciens, comment ils faisaient, il y avait des méthodes pour pouvoir travailler avec eux. C'est partir d'une ressource locale. Qu'est-ce qu'on fait ? Ici, on a du chêne tordu, ou ici, on a du pin noir d'Autriche. Théoriquement, c'est par la construction. Comment on va pouvoir le faire rentrer, etc. Et mais c'était un combat même au niveau des DTU. Ils étaient même entrés jusqu'à cloisonner la filière en interdisant, et tout devait être sous les normes européennes. Donc c'était privilégier un bois qui avait fait le tour du monde, qui était normé extérieurement, et pour une dépossession du charpentier local, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais je pense que la formation, ça doit être un axe de la proposition de loi aussi. Mais là, il y a un dénommé Jean-Luc, un breton, qui est hyper intéressant, parce que lui, il est à la fois au RAF, il travaille dans les... Parce que moi, j'ai auditionné des gens différents, et je ne suis pas spécialiste de la question du bois du tout. Donc voilà, c'est pour préciser que je répète de ce que j'ai entendu des auditions des personnes... non, mais c'est passionnant, vraiment. Non, vraiment. Eh ben, nous allons auditionner Jean-Luc Le Breton aussi. Voilà. Très bien. J'avais demandé, ce que j'avais dit, tu vas parler mieux que moi sur le truc de la filière, et puis il m'a dit, ouais, mais j'ai une petite fille. Ah oui, c'était compliqué. Bon, on pourra lui parler. Mais en tout cas, lui poser une ou deux questions très pratiques. Oui, c'est ça. Des liens que tu m'as posés, je pense que c'est vraiment une des personnes ressources, parce qu'ils font, toute la filière, toute la vision. Si on voulait vraiment sortir du ciment et du béton, si on voulait changer tous les bâtiments, on va pas le faire. Non, mais ce qu'il faut, c'est d'abord travailler sur les nouveaux trucs qui sont en train d'être faits, quoi. Ouais. Oui, et puis petit à petit, parce que sinon ça poserait des problèmes de ressources quand même. Oui, non, parce que par exemple avec rien que les bouts du Grand Paris, rien que t'as vu les déchets, la moitié des déchets c'est de la terre. Donc rien qu'avec les terres excavées de partout, en les travaillant localement, tu fais déjà... Rien qu'avec les bouts du Grand Paris, tu gères tout Paris, hein, en terre crue. Moi, je pense que le bois, c'est intéressant de l'avoir en ossature, quoi. Si c'est pour faire du bois de tout, je pense qu'il y a plein d'endroits où travailler du bois en ossature, c'est quand même hyper intéressant, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis moi, la paille, c'est comme isolant, quoi, que je voyais
parce que là, ça fait travailler des agriculteurs, ça fait développer des filières. Mais ça, un projet comme ça, ça te développe. Nous, on a chiffré à presque 1 million d'emplois, mais c'est toute la révolution d'un secteur, ça va développer plein de trucs. Mais le matériau est pas cher, il est quasi gratos par rapport au reste. Donc nous, on n'a pas le problème du matériau. Le problème, c'est comment on va créer de la main d'œuvre. Effectivement, ça demande de l'intensité sociale, ça demande du travail humain, ça demande autre chose. Donc effectivement, nous, comment on fait pour rester sur des prix qui soient similaires par rapport à des choses qui ont été détruites? Tu vois, c'est ça vraiment l'enjeu, parce que la dernière fois, je suis toujours filmé ou tu coupes? Là, c'est toujours filmé. Bon, tu peux couper. Là. Je pourrais couper. Je peux arrêter? Oh, ouais, vas-y, arrête. Merci, Lina.